Dans l'actualité des idées aujourd'hui, maintien de l'ordre, la doctrine a-t-elle évolué? Et notre tolérance à la violence? Grenades assourdissantes, manifestants blessés par des tirs de LBD ou violemment plaqués au sol. Derrière la photo qui fait parler depuis 24 heures, celle du président de la République, posant aux côtés du dessinateur Jules au festival d'Angoulême avec un t-shirt où les initiales du festival ont été détournées en LBD 2020. Il y a plus d'un an de questionnement sur le maintien de l'ordre à la française, sur sa pratique, depuis notamment les premiers signalements du journaliste David Dufresne. Invité pour en parler avec nous aujourd'hui, Cédric Moreau de Bellin, maître de conférences en sociologie du droit à l'ENS, auteur précédemment de Force publique, une sociologie de l'institution. Bonjour Cédric Moreau de Bellin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le sociologue que vous êtes, emploie-t-il le terme de violence policière? Et si oui, à quelles conditions? Et sinon, pourquoi? Alors, il utilise volontiers la notion de violence parce que en sociologie, le terme est employé par un certain nombre d'auteurs fondateurs, notamment Max Weber, même s'il y a des débats sur la traduction correcte du terme. Donc le terme de violence n'est pas particulièrement connoté dans la bouche du sociologue. Évidemment, le syntagme violence policière davantage. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment les acteurs le mettent en avant, le contestent, comment il résiste à la controverse publique, comment il se maintient, comment il perdure et comment il organise le débat autour de la question de l'usage de la force. Voilà, parce que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, puis dans les mobilisations contre la réforme des retraites, on a le sentiment que la violence s'est intensifiée des deux côtés, mais que c'est quand même un dialogue de sourds entre ceux qui dénoncent un usage disproportionné de la force et les autorités qui ont bien du mal à dire ces mots, ceux de violence policière. On va retourner sur place, sur le terrain, dans les rues, avec une première situation qui date de 2016, mais toutes les autres et les déclarations se sont tenues dans la dernière année. On commence à la gazeuse et puis ensuite on montera crescendo. Il a visé la tête, oh hey, il a visé la tête, oh Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Oh, doucement quand même, doucement. La petite, elle a tourné, elle est tombée, ils sont arrivés, ils l'ont fracassée. Un policier en civil assène des coups de matraque à des élèves en train de se disperser. Un lycéen s'arrête après avoir été frappé aux jambes. Le policier le frappe alors de nouveau, cette fois en plein visage. Il peut y avoir des blessés, mais attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Un homme est en train de se faire battre dans la cage escalier. Relâchez-le. Regardez cette dame qui s'est fait gazer. Elle s'est fait gazer à bout portant partout, alors qu'elle n'avait rien fait du tout. C'est la presse. Tu effaces ça tout de suite. Attendez. Tu effaces ça devant moi. C'est journaliste. Non, il est où? Toi, si tu fais encore, je te casserai pareil. Je trouve assez insupportable qu'on entend répression policière, alors que le seul blessé grave qu'on a eu aujourd'hui dans cette manifestation, c'est un policier qui a pris un pavé en pleine figure. Un projectile fracture le plancher osseux de son orbite gauche, lui ouvre l'arcade et le globe oculaire. Il lui a dit c'est pas mon problème, t'as qu'à appeler les pompiers toi-même et si tu continues à me casser les couilles, je te gaze. Un jeune homme au sol est lui aussi matraqué. Sur ces images, il reçoit 13 coups. Il y a une réponse des policiers qui est toujours proportionnée à des attaques et des agressions. C'était pas proportionné, c'était tout simplement injuste. À partir du moment où on tape avec une télescopique au niveau du visage, c'était des coups mis par plaisir. Si demain j'ai une violence policière constatée, jugée comme telle, je serai la première. Vous en avez des dizaines sous les yeux depuis un an. Je serai la première à la condamner. Première sommation, on va faire l'usage de la force. Voilà, Cédric Moreau de Bellin, un retour sur les faits et les déclarations réalisées par Gilles Blanchard. On a tous à peu près été témoins depuis plus d'un an de ces situations, à travers les vidéos qui circulent, les images qu'on voit dans nos télés aussi, et de ces déclarations. Comment fait-on pour enquêter, et je reviens d'abord là-dessus, quand on est chercheur, sociologue, sur ces violences, sachant que la frontière, et on l'entend là encore, entre violence légitime et illégitime, semble quand même particulièrement ténue. Il y a différentes manières de procéder. Il y a une manière qui consiste à adopter
regard historique sur la chose et d'essayer de voir comment ont évolué les situations de maintien de l'ordre. On a beaucoup dit que nous étions entrés dans une phase de violence inégalée. Donc la comparaison, par exemple, des situations actuelles aux situations avec des situations antérieures peut être un moyen. Un autre moyen consiste à essayer de suivre au plus près les forces de l'ordre dans le travail de maintien de l'ordre. Bon, c'est quelque chose qui en ce moment n'est pas la modalité la plus simple à adopter. Les portes se sont un peu refermées dans ces derniers mois, dernières années. Les situations de crise sont rarement propices à ce genre d'ouverture. Ceci étant, il arrive toujours que des terrains puissent malgré tout être obtenus. Ça a été mon cas, notamment auprès de la gendarmerie. J'ai des collègues qui parviennent à travailler par l'intermédiaire d'entretiens. Donc c'est encore possible, même si c'est en ce moment délicat. On est donc en situation de crise. Le terme, vous venez de l'employer. Crise de quoi? Crise de confiance? Crise de confiance, ça mérite discussion, parce que les indices de confiance dans l'institution policière restent relativement élevés, même si ces indices sont moins élevés que dans d'autres pays d'Europe occidentale. Mais effectivement, quelque chose comme de la méfiance s'est installé en lien avec une tendance sociale qui existe depuis quelques années et que je propose d'appeler la tentation du face-à-face. C'est-à-dire un des grands résultats de la sociologie de la police, un résultat assez fiable en France et ailleurs, c'est que l'institution policière se vit souvent, les policiers se vivent souvent comme étant isolés du reste du monde social, comme étant dans une citadelle assiégée. Donc ce n'est pas nouveau qu'il y ait un rapport, disons, de circonspection entre les policiers et la population. Cette tendance, c'est, dans le cas français, renforcée. Et si l'on regarde la chose du point de vue de ce qui se passe à l'intérieur de l'institution policière, elle se manifeste par une chose particulière, c'est que dans de très nombreuses enquêtes, que ce soit les miennes ou celles de certains de mes collègues, les policiers, les gendarmes présentent, affirment régulièrement qu'ils ont le sentiment d'être devenus des cibles légitimes de violences, d'insultes, de colibés. Alors, la question de savoir si est-ce que les policiers sont aujourd'hui plus souvent des cibles qu'auparavant est presque secondaire, dès lors que c'est une croyance qui a des effets sociaux très forts. Et ce que cela produit, c'est que les relations entre la police et la population sont effectivement de plus en plus entachées de part et d'autre de soupçons, de méfiance, quand bien même l'indice de confiance dans l'institution policière reste relativement élevé dans les enquêtes sur ces indices de confiance. Mais dans les faits, est-ce que le nombre de plaintes déposées contre des fonctionnaires de la force publique, est-ce que ce nombre est en augmentation? Alors, le nombre de plaintes à l'encontre de fonctionnaires de police en situation de maintien de l'ordre est en augmentation. D'abord parce que les 18 derniers mois ont été ces 18 derniers mois, mais aussi parce que c'est une nouveauté relative que d'aller porter plainte, en particulier devant l'inspection générale de la police nationale, pour des faits commis en situation de maintien de l'ordre. Lorsque j'ai fait mon doctorat et j'ai travaillé sur l'inspection générale des services, qui était le pendant parisien de l'IGPN avant qu'elle soit réintégrée dans son giron. Les enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai essayé d'avoir un panorama assez large d'enquêtes, portaient extrêmement rarement sur des situations de maintien de l'ordre. Vous avez beaucoup travaillé notamment aussi sur le degré de tolérance, notre degré de tolérance par rapport aux violences. Comment le mesurer? Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il monte ou qu'il diminue au contraire? Je dirais que
le degré d'intolérance à la violence se manifeste notamment par le fait que la question de l'usage de la violence par la police est aujourd'hui assez largement discutée, controversée. Alors, ce n'est pas inédit dans l'histoire. Après le drame de Charonne en 1962, il y avait eu une mobilisation assez large dans le corps social par un certain nombre d'acteurs politiques pour créer un problème public autour de la question de l'usage de la violence par la police. Mais il n'en reste pas moins que j'ai souvenir de manifestations il y a 10-15 ans où des charges policières avaient été assez brutales et où la question de la violence policière n'était pas allée jusqu'à ce stade de médiatisation et de controverse. L'autre point que j'observe, c'est que les premiers travaux que nous avons sur le mouvement des Gilets jaunes montrent que la question des violences policières a été très tôt un moteur de mobilisation et d'organisation. Et c'est bien le signe qu'il y a une sensibilité vis-à-vis de la question. Et ce, indépendamment de la manière dont l'exécutif a effectivement géré la question pendant plusieurs mois, en tout cas. Mais vous dites, n'était pas à ce point de médiatisation, parce que ça, c'est aussi une donne qui a changé depuis quelques années. Beaucoup d'interventions et de dérives sont filmées aujourd'hui, et qu'il est difficile de faire mentir les images qui ont une tendance à nous parler tout de suite pour nous dire vrai ou pas. Elle saute aux yeux. Avant même la question de la preuve, dans une procédure disciplinaire ou judiciaire, ces images-là, elles fabriquent l'opinion et donc elles influent sur notre degré de tolérance ou pas par rapport à ces violences. Oui, certainement. Elle contribue à la publicisation de la question. Notons que ça n'a pas échappé aux policiers eux-mêmes et aux gendarmes eux-mêmes, puisque au-delà des fonctions d'enregistrement vidéo qui sont décidées pour des raisons de maintien de l'ordre, un certain nombre de policiers, un certain nombre de gendarmes ont ces dernières années fait remonter des demandes d'autorisation d'équipement de GoPro sur leur casque pour pouvoir filmer le déroulement des opérations, le déroulement des événements, et le cas échéant, venir porter la contestation, vidéo contre vidéo d'une certaine manière, sur la manière dont éclot la violence dans les situations d'affrontement. Et elle contribue aussi à un sentiment de déni de la part du politique. On entendait tout à l'heure dans ce résumé sonore qui a été fait de cette dernière année et des débordements qui ont pu avoir lieu dans les manifestations, des déclarations d'hommes ou de femmes politiques en fonction actuellement. Aucun n'accepte de parler de violence policière. Pourquoi ? Est-ce qu'on joue sur les mots, Cédric Moreau de Bellin, ou est-ce que c'est réellement une absence de reconnaissance des violences policières et derrière cela une forme d'impunité qui est en train de s'installer ? Alors, il y a eu une forme d'inflexion sur la question, parce que la séquence dans laquelle les principaux extraits que vous avez diffusés tout à l'heure ont été prononcés, notamment par le président de la République ou par le ministre de l'Intérieur, correspondait à la séquence du mouvement des Gilets jaunes. Or, dans cette séquence, l'exécutif était dans une situation d'inquiétude relativement forte vis-à-vis de ce qui était en train de se passer dans la rue, avec peut-être en tête l'histoire longue française, où on sait que des régimes ont chuté sur des affrontements de rue, et a donc décidé de resserrer les rangs d'une certaine manière, et donc de ne pas d'attribuer aux forces de l'ordre un soutien plein et entier. Parfois, au-delà de ce que certains policiers ou certains gendarmes l'attendaient, puisque on a vu aussi émerger des discours critiques vis-à-vis de certains syndicats au sein de l'institution policière, de certains policiers, vis-à-vis de la manière dont le maintien de l'ordre avait été conduit à ce moment-là. Là, aujourd'hui, on est dans une séquence qui est relativement différente et qui ne présente pas le même caractère d'urgence aux yeux de l'exécutif. Et en même temps, on sent que l'État a aussi besoin de s'appuyer sur sa police pour
asseoir une certaine autorité. On va revenir sur cette question sémantique avec les mots de la garde des Sceaux. Tir de LBD, croche-pied, coup de matraque. Le ministre de l'Intérieur d'abord, Christophe Castaner, continue à récuser le terme de violence policière tout en appelant à plus d'éthique dans la pratique. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, idem, elle préfère parler d'actes individuels non proportionnés. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part l'activité des forces de l'ordre qui sont soumises, vous le savez, à beaucoup de pression depuis longtemps maintenant. Et il faut ici saluer le travail qu'elles font. Et d'autre part, dire que dans l'état dans lequel nous sommes, évidemment, tous les actes individuels qui ne sont pas proportionnés doivent faire l'objet d'un suivi, et aussi bien par la justice et avant, évidemment, d'une enquête. Ces actes individuels dont vous parlez, c'est des violences policières ? Je n'emploierai pas, alors c'est évidemment, je sais qu'il y a là une grande différence d'interprétation, mais pour moi, des violences policières caractérisent, une volonté de l'État qui est sciemment pensée. Je crois que nous ne sommes pas là du tout dans ce cadre-là. C'est pourquoi je pense qu'il y a réellement des faits individuels qui ne sont pas acceptables et qui doivent comme tels être sanctionnés. C'est cela qui renforce la crédibilité de nos forces de l'ordre. Mais je ne parlerai pas d'un état de violence policière. Non. Là, vous notez, Cédric Moreau-de-Bellin, quand même un léger glissement sémantique, un léger changement, un début de reconnaissance. Un début de reconnaissance du fait qu'il y a eu au moins des déviances individuelles. Ce que la garde des Sceaux conteste, c'est un système organisé de violence volontaire. C'est ce que tout le monde conteste, enfin ce qu'ils contestent tous. Et ça, c'est intéressant, parce que si on prend le cas de l'IGPN, la police des polices, elle sanctionne toujours un individu, pas l'institution. La police, est-ce qu'au fond, la police est une institution qui est incapable de se remettre en question, collectivement ? Ça dépend de quel sujet on parle. Si on se concentre sur la question de la violence et la manière dont elle est prise en charge par l'inspection, il faut garder à l'esprit que le contrôle interne, l'inspection générale de la police nationale, est l'héritière de services antérieurs dont le travail, notamment au XIXe siècle, était avant tout de surveiller les policiers, de limiter leur autonomie à partir du moment où, après la réforme de 1854, on les a installés, on leur a donné des uniformes et on leur a mis une obligation de résidence sur leur lieu de travail. Et il s'agissait de surveiller pour le ministère que les policiers ne fraternisent pas trop avec la population qu'ils avaient en charge. La question du contrôle des comportements des policiers en fonction des attentes du public, ceci n'est arrivé qu'après. Et ce qui demeure de cette... Alors évidemment, les choses ont bien changé aujourd'hui, mais ce qui demeure de cette époque, c'est une préoccupation de la part du contrôle interne pour ce qui pose problème du point de vue de l'institution. Or, ce que j'avais montré dans mon travail de doctorat et dans le livre que vous avez mentionné, c'est que ce que le contrôle interne sanctionne avant tout, c'est ce que j'avais proposé d'appeler les dévoiements de la fonction policière, c'est-à-dire tous les faits par lesquels les policiers tirent individuellement profit des fonctions qui sont les leurs parce qu'ils sont policiers, c'est-à-dire des phénomènes de corruption, le fait qu'un policier utilise un papier en tête du ministère de l'Intérieur pour obtenir quelque chose de personnel, donc l'utilisation à des fins privées des moyens publics. La question des violences est relativement éloignée de cela. D'ailleurs, ce que j'avais montré, c'était que les violences qui étaient certes moins sanctionnées que d'autres faits, lorsqu'elles l'étaient, c'était assez régulièrement des violences privées, donc des violences commises par des policiers mais hors service, ou des violences qui étaient traitées dans l'enquête comme étant manifestement la violence d'un individu qui s'égare et non plus d'un policier qui exerce la force légitime. Donc, là aussi, d'une certaine manière, une privatisation de la force publique. C'est sous cet angle-là que la question les intéresse. Oui, alors que
C'est pas sous cette forme qu'elle nous intéresse. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un décalage. Là, il y a deux choses. Il y a à la fois la doctrine du maintien de l'ordre dans les grandes manifestations, mobilisations, et notamment depuis un peu plus d'1 an. A-t-elle changé? On va se la poser, cette question. Mais il y a aussi ce qu'on appelle plus normalement les bavures policières. Et ça va hors manifestation. Donc de l'affaire Théo à l'affaire Cédric Chouviat récemment, l'interpellation de ce livreur plaqué au sol. Il avait 42 ans. Il est décédé suite à ce contrôle policier. Pour l'instant, il y a une information judiciaire qui a été ouverte pour homicide involontaire contre les 3 policiers. Mais ça, c'est intéressant sous la manière aussi dont ça a été réalisé. L'absence de reconnaissance pour l'instant de la police de la non-proportionnalité éventuelle de son usage de la force. L'avocat de la famille parle d'américanisation des techniques d'interpellation. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là que vous actez aussi, vous, Cédric Moreau de Belin? Ce n'est pas tant une évolution des techniques, parce que ces techniques existent depuis un certain temps. Elles ont d'ailleurs déjà été assez largement controversées dans d'autres cas. Ce qui évolue, et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que des policiers se sentent autorisés ou obligés à utiliser des techniques d'immobilisation qui historiquement ont pu être réservés aux services d'anti-gang ou de lutte contre le grand banditisme pour une résistance à un contrôle routier. Donc c'est ce degré de méfiance et d'exaspération entre policiers et population qui fait que les policiers ces policiers se sont sentis légitimes à utiliser une technique qui est pas du tout adaptée à un contrôle routier, quand bien même ce contrôle dégénérerait. Et là, la question, on ne peut pas le savoir pour cette affaire Cédric Chouviat, mais c'est de savoir s'il y aura des sanctions ou pas. S'il n'y en a pas, comme dans d'autres affaires précédemment, il y a un sentiment d'impunité qui va s'installer aussi dans l'opinion par rapport à tout ça. Oui, probablement. Mais à ce moment-là, on peut imaginer que la critique redoublera vis-à-vis de l'institution. L'IGPN est sous les feux de la critique depuis maintenant un certain temps, notamment depuis la lecture par le Premier ministre d'un premier rapport d'information sur l'enquête concernant la mort de Steve Maia Caniço à Nantes. On peut estimer que l'inspection entend aussi ces critiques. J'ai lu, mais bon, c'est pas le fruit d'une enquête ce que je vous dis, donc il faut être prudent. Mais j'ai cru comprendre que les dernières personnes qui sont allées porter plainte pour des faits de violence commises à l'occasion des manifestations contre la loi sur les retraites ont été reçu longuement et auditionné de manière appuyée par l'inspection. France Culture, il est presque 13h20 avec notre invité, le sociologue Cédric Moreau de Belin, auteur de Force publique, une sociologie de l'institution, maître de conférence à l'École normale supérieure. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. 6 cas individuels, comme le soulignait encore à l'instant la garde des Sceaux, et pas de responsabilité collective. Tout ça pose aussi la question de la formation de notre police. Que leur apprend-on? Auteur de Dernière sommation, un roman, le journaliste David Dufresne suit depuis des années le maintien de l'ordre à la française. Allô, place Beauvau, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il a signalé plus de 800 cas de violence et publié sur Twitter. Pour lui, durant ces mobilisations, un cap a été franchi, qui pose en tout cas la question de la préparation ou de l'impréparation de la police à ces institutions. On a 80 000 policiers, nous dit-on, qui sont déployés chaque samedi, à grand renfort de déclarations ministérielles, voire premier ministérielles. C'est très important parce que le maintien de l'ordre en France, c'est une affaire politique, on y reviendra. Donc, 80 000 policiers, ça veut dire que vous avez, j'ai compté à peu près, les 2/3 qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. C'est très clair. Les gens qui sont formés au maintien de l'ordre,
quoi qu'on en pense, ce sont les CRS, ce sont les gendarmes mobiles. Vous avez donc dans les rues, chaque samedi en France, des policiers qui ne sont pas formés. C'est pas de leur faute, ils font un autre métier. Et vous avez notamment des gardiens de la paix à qui on dit, toi, samedi, tu as maintien de l'ordre. Donc j'ai même des gens de commissariat qui m'expliquent qu'ils vont acheter leur propre matériel dans des surplus ou dans des magasins de sport pour se protéger. Bon. Et puis surtout, vous avez, et là je crois que c'est absolument important d'en parler, vous avez toute une frange de la police qu'on appelle la BAC. La BAC, ce sont des gens qui sont formés, pour le coup, à des interpellations violentes, qui sont formés à agir dans des situations qui sont très délicates, très difficiles, en temps normal, j'entends. C'est-à-dire qu'ils luttent contre la délinquance. Sauf que le samedi, on leur demande d'aller faire du maintien de l'ordre face à des manifestants. C'est pas leur métier. C'est pas leur métier, ils sont pas formés, ils sont pas entraînés. Et alors, dans ce cas-là, quand on n'est pas formé, qu'est-ce qui se passe, David Dufresne ? C'est le tir au canard. C'est le tir au canard, dit David Dufresne, auteur il y a quelques années chez Fayard, d'une enquête intitulé Maintien de l'ordre, justement. Est-ce que vous dites comme lui que le Rubicon du maintien de l'ordre à la française a aujourd'hui été franchi, Cédric Moreau de Bellin ? Alors, il y a eu effectivement une transformation notable en décembre 2018 avec la création de ces... alors d'abord, ils se sont appelés les détachements d'action rapide. Ensuite, ce sont devenus les brigades de répression de l'action violente, les BRAV, puis les BRAV M pour motoriser, qui sont composés de policiers issus, comme le disait à l'instant David Dufresne, de services d'interpellation, les brigades anticriminalité, d'autres services, et dont le travail consiste à interpeller. L'histoire du maintien de l'ordre français, enfin en tout cas en France, alors, ce serait long il serait très long de la retracer, mais un de ces principes, c'était effectivement de faire en sorte que les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, puisqu'on a opté en France pour le développement de services spécialisés dans le maintien de l'ordre, la gendarmerie mobile du côté de la gendarmerie, les compagnies républicaines de sécurité, donc les CRS du côté de la police, que ces forces spécialisées disposent de techniques particulières adapté à la conflictualité sociale, un fonctionnement très collectif, c'est-à-dire qu'ils chargent ensemble, ils s'arrêtent ensemble, une stratégie défensive, c'est-à-dire qu'on leur demande de tenir des rues, tenir des lieux, protéger des ministères, etc. Et mettre à distance les protestataires en utilisant plus ou moins massivement les grenades lacrymogènes. Bon. Ces techniques d'évitement ont été progressivement mises à l'épreuve par un certain nombre de choses, par le développement de ce qu'on a appelé les révoltes urbaines ou les violences urbaines dans les quartiers populaires, en réalité par l'ensemble des mouvements sociaux qui ne suivent pas les codes classiques, les codes qui se sont routinisés de la manifestation sur le long XXe siècle. Dans cette évolution, il a été demandé, en situation de maintien de l'ordre, de ne plus simplement mettre à distance les manifestants, protéger des lieux, mais aussi de procéder à des interpellations. Or, les CRS et les gendarmes mobiles ont connu une évolution interne pour pouvoir le faire, mais ce sont des services dont le fonctionnement requiert de disposer de l'ensemble des effectifs. Or, faire une interpellation pour les CRS ou pour les gendarmes mobiles, c'est avoir 2 unités qui vont chercher la personne, ensuite l'emmènent pour le présenter à l'officier de police judiciaire. S'ils font 3 interpellations, ça veut dire qu'il y a 6 personnes qui sortent du dispositif. Ça déstabilise des dispositifs des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre. Donc, il leur a été proposé la création de services de policiers non spécialisés dans le maintien de l'ordre qui accompagnent les dispositifs et vont faire des interpellations. Ce qui a changé en décembre, c'est que là, non seulement il a été demandé à ces services d'être supplétifs et de faire des interpellations, mais aussi de faire du maintien de l'ordre, c'est-à-dire aussi de faire des lignes, de faire des charges, etc. Et comme le notait David Dufresne, la formation en matière de maintien de l'ordre de ces services est une formation avant tout
sur le tas. Donc il y a à la fois un problème d'impréparation, c'est ce que vous dites, comme David Dufresne, mais il y a visiblement aussi un changement de posture ou de doctrine. On serait passé d'une position plutôt défensive à parfois une action plutôt offensive des forces de l'ordre dans ces manifestations. Alors certains diront la violence répond à la violence, ça peut être le cas, parce que vous le dites, il y a aussi un durcissement à l'intérieur des manifestations par des noyaux de manifestants qui mettent en œuvre une violence à laquelle il faudrait répondre. Mais quand même, beaucoup de cas qui ont été signalés semblent quand même très disproportionnés. Récemment, on a entendu la maire de Paris, Anne Hidalgo, parler de la doctrine Grimaud. Alors ceux qui n'ont pas fait mai 68 ont appris peut-être l'existence de ce préfet de Paris, préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, découvert qu'il avait donné son nom à une doctrine et compris visiblement que cette doctrine n'était plus en vigueur. Il est où le changement pour vous de doctrine, Cédric Moreau de Bellin ? C'est quoi la doctrine l'allemand aujourd'hui ? Il faudrait parler comme ça ? Je laisse soin aux intéressés de définir s'ils estiment avoir développé une doctrine propre. Donc il y a bien un changement de doctrine. Il y a un changement, en tout cas, de stratégie dans la gestion des mouvements sociaux dans la rue. C'est-à-dire que là, ce qui s'est généralisé depuis quelques mois, c'est l'encadrement des cortèges par les forces de l'ordre, très directement. Donc, dans les manifestations contre la loi sur les retraites, les manifestants étaient encadrés par des services spécialisés dans le maintien de l'ordre ou pas, devant, derrière, sur les côtés, et ça se reproduit sur l'ensemble des manifestations. C'est effectivement assez différent de ce qui avait été expérimenté il y a encore 2 ans, où là l'idée c'était plutôt de maintenir les forces de police ou les forces de gendarmerie à distance de la manifestation pour ne pas créer de points de friction. Il nous reste 1 minute. Je voudrais vous poser une question très clairement, Cédric Moreau de Bellin. Est-ce que pour vous, on l'entend, la doctrine de maintien de l'ordre, c'est une affaire d'État quand même aussi ? Est-ce que c'est une affaire politique ? Surtout, est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a eu, depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, une gestion politique, voire sécuritaire de la contestation sociale ? En France, le maintien de l'ordre est effectivement une affaire politique au sens général du terme, parce qu'effectivement, encore une fois, au XIXe siècle, des régimes sont tombés sur l'épreuve de la rue, et puis de manière organisationnelle. C'est que les forces de maintien de l'ordre interviennent sur ordre de l'autorité civile elle-même, en lien avec l'autorité politique. De là à dire, quant à la question, disons, de l'instrumentalisation politique des forces de l'ordre, c'est une critique qui revient régulièrement. La même chose avait été dite à propos de François Hollande pendant le mouvement contre la loi travail. Ça fait partie, en tant que sociologue, je vois que ça fait partie intégrante des situations de maintien de l'ordre. Je ne peux pas vous dire si le gouvernement a donné des ordres ou pas de plus grande violence ou de plus grandes contraintes. Ce qui est certain, c'est que la manière dont l'ensemble des situations de maintien de l'ordre ont été gérées par l'exécutif est regardée par les policiers, par les gendarmes, par les exécutants, et que ça peut avoir un effet sur l'intervention. Et puis, enfin, évidemment, lorsque dans une manifestation où il y a peu de troubles, des affrontements éclosent, il est normal de s'interroger sur ce qui les provoque. Merci beaucoup à vous, Cédric Moreau de Bellin. Merci d'être venu autour de cette grande table. Merci à vous. Un grand merci aussi à toute l'équipe pour cette très belle semaine, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture, à Bruno Barada et Jean-Christophe Brianchon avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées. Un merci tout particulier, très appuyé et très spécial à notre brindille déjantée Sophie Marty d'avoir été avec nous, et à notre dandy discret François Bréus pour leur aide précieuse durant ces 6 derniers mois. Merci aussi à Gilles Blanchard pour sa réalisation, avec aujourd'hui Adèle Caglar à la technique et à la vidéo, Jean Guillain-Meige. Très bel après-midi à tous sur France Culture.